J'ai eu tort de t'épouser. Mon mari l'a dit, là, à table. Puis il a réclamé la bague. Et m'a mise à la porte. Je lui ai rendu, j'ai fait mes bagages, et je suis parti. Le lendemain, j'ai réalisé que j'avais oublié quelque chose chez lui. J'y suis retourné. Je suis entré. Et j'ai vu. J'ai eu tort de t'épouser. Mon mari l'a dit calmement, là, à table, comme s'il commentait la météo. Puis il a tendu la main et a demandé la bague. Je la lui ai donnée. Je suis parti sans un mot. Mais le lendemain, quand je suis revenu chercher quelque chose que j'avais oublié, j'ai réalisé que ce n'était pas moi qui avait tout perdu. Il n'a pas élevé la voix. Ce fut la première chose que je remarquai. Il n'y avait ni colère, ni tension dans ses épaules, ni hésitation dans la façon dont il soutenait mon regard. Au contraire, il y avait chez lui un étrange calme. Comme chez un homme qui avait peut-être répété ce moment plus d'une fois, et qui s'était habitué à l'issue. J'ai eu tort de t'épouser. Il l'a dit avec le genre de certitude tranquille qui n'invite pas aux questions, pas à une discussion, pas même à une dispute, juste une déclaration posée à plat sur la table entre nous, à côté de 2 assiettes. Un touché et d'une bouteille de vin qu'il avait ouverte mais n'avait pas versée. Un instant, j'ai cru l'avoir mal entendu. J'ai cligné lentement des yeux, cherchant sur son visage le moindre soupçon d'ironie, de regret ou même de cruauté, mais il n'y en avait pas, juste de la distance. Excuse-moi, ai-je demandé, ma voix stable, bien que quelque chose au fond de moi ait déjà commencé à changer. Il s'est légèrement penché en arrière sur sa chaise, exhalant comme soulagé de l'avoir enfin dit à voix haute. J'aurais dû y réfléchir plus attentivement, a-t-il poursuivi. Ce mariage, ça n'a plus de sens. Plus maintenant. Plus du tout. Les mots ont persisté plus longtemps qu'ils n'auraient dû. J'ai croisé les mains sur mes genoux, me forçant à rester immobile. Et quand êtes-vous arrivé à cette conclusion? Il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a cherché son verre, a réalisé qu'il était vide, et l'a reposé. Un petit geste, inutile, mais qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas soudain. Ce n'était pas impulsif. C'était planifié. Est-ce que ça compte, a-t-il dit finalement, évitant mes yeux pour la première fois. Oui, ai-je répondu doucement. Ça compte. Il a secoué la tête. D'un petit geste désinvolte. Écoute, je ne veux pas que cela traîne. J'ai déjà parlé à un avocat. Ce serait plus facile si nous gérions cela rapidement et proprement. Un avocat, bien sûr. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la douleur, pas encore, mais quelque chose de plus aigu. Une reconnaissance. Peut-être, comme de voir la dernière pièce d'un puzzle que je ne savais pas que j'étais en train de résoudre. Et tu me dis ça maintenant, ai-je demandé, pendant le dîner? Cela semblait le bon moment. Le bon moment? J'ai failli sourire, au lieu de cela, je l'ai étudié plus attentivement. La chemise repassée, les cheveux soignés, le calme délibéré, il n'était pas seulement préparé, il était confiant. Trop confiant. C'est à ce moment-là qu'il a tendu la main sur la table. Ta bague, a-t-il dit. Juste comme ça. Pas d'hésitation, pas d'émotion. Juste une demande, comme s'il demandait les clés de sa voiture. Pendant une brève seconde, mes doigts se sont serrés sur le bord de la table. Non pas à cause de la bague elle-même, mais à cause de ce qu'elle représentait. Pas l'amour, plus maintenant, mais le temps, l'investissement, la confiance, et la facilité avec laquelle il semblait prêt à la récupérer. J'ai baissé les yeux sur ma main. Le diamant captait la lumière d'en haut, reflétant une douce lueur familière que j'avais jadis trouvée réconfortante. Maintenant, elle me semblait insignifiante. Sans un mot,
j'ai glissé la bague de mon doigt, l'ai placée dans sa paume, et j'ai refermé sa main autour. Il ne m'a pas remercié. Bien sûr que non. J'ai lentement reculé ma chaise, me suis levé, et j'ai lissé le devant de mon chemisier par habitude plus que par nécessité. Mes mouvements étaient contrôlés, délibérés. Je refusais de lui donner quoi que ce soit d'autre. Ni confusion, ni colère, pas même la satisfaction de me voir me briser. Si tu as déjà parlé à un avocat, dis-je en ramassant mon sac, alors je suppose que tu as déjà tout décidé. C'est simple, a-t-il répondu. Nous allons diviser les choses selon l'accord. L'accord? Notre contrat de mariage, signé il y a 3 ans, un matin lumineux qui semblait maintenant étrangement lointain. Bien sûr, dis-je doucement. Il m'a observé un instant, comme s'il attendait autre chose. Une réaction. Peut-être, une protestation, mais je ne lui ai rien donné. Je me suis tourné. Et me suis dirigé vers la porte. Claire, m'a-t-il appelé. J'ai fait une pause. Mais ne me suis pas retourné. Je pense que c'est pour le mieux, a-t-il ajouté. Pour le mieux. J'ai hoché la tête une fois, même s'il ne pouvait pas le voir. Puis je suis sorti dans la nuit. L'air extérieur était plus frais que je ne l'avais imaginé, portant une légère odeur de pluie qui n'était pas encore tombée. Je me suis tenu sur les marches d'entrée un instant, m'habituant au silence, à l'absence soudaine de sa présence derrière moi. C'était étrange comme tout pouvait finir si vite. Pas avec une bagarre, pas avec une tempête, mais avec une phrase. J'ai marché jusqu'à ma voiture, posé mon sac sur le siège passager, et me suis assis au volant sans démarrer le moteur. Mes mains reposaient légèrement sur le volant. Immobile. Je ne pleurais pas. Cela me surprit. Au lieu de cela, mon esprit rejouait la soirée par fragments silencieux. Le calme de sa voix. L'avocat, la bague, la confiance. Trop confiant. Je me suis adossé à mon siège, fermant brièvement les yeux. Quelque chose ne me semblait pas juste. Non pas le divorce en lui-même. Je pouvais accepter que les gens changent, que les mariages se terminent. Mais la façon dont il avait géré cela, la précision, le timing, cela semblait coordonné. Comme si j'étais entré dans un moment qui avait été soigneusement organisé sans moi. J'ai rouvert les yeux, fixant à travers le pare-brise la rue assombrie. Notre maison, sa maison, apparemment, se tenait derrière moi, toujours éclairée de l'intérieur. La même lueur chaude qu'elle avait toujours eue, les mêmes fenêtres, le même calme. Mais quelque chose à l'intérieur avait bougé. Je le sentais. J'ai démarré le moteur et je suis parti, sans regarder en arrière. J'ai passé la nuit dans un petit hôtel du centre-ville. Un de ces endroits qui tentait de paraître plus cher qu'il ne l'était en réalité. Le genre avec un décor neutre et un éclairage tamisé, conçu pour donner à tout un caractère temporaire, ce qui, je suppose, était approprié. Je n'ai pas beaucoup dormi, non. Pas parce que j'étais bouleversé, mais parce que mes pensées refusaient de se calmer. Elles tournaient en cercle lent et délibéré, revenant encore et encore au même point. Il avait planifié cela. La question était, depuis combien de temps? Le lendemain matin, je me tenais à la fenêtre de la chambre d'hôtel, observant la circulation matinale s'intensifier en bas. C'est alors que cela m'a frappé. Non pas comme un choc, mais comme une prise de conscience tranquille qui m'attendait patiemment. Mon ordinateur portable. Je l'avais laissé dans le bureau. Pas n'importe quel ordinateur portable, mon ordinateur de travail. Celui connecté à plusieurs comptes partagés. Celui qui contenait des documents, des dossiers, des accès. Des choses importantes. Je me suis redressé lentement, cherchant mon téléphone. Un instant, j'ai envisagé de l'appeler. Puis j'ai arrêté. Le numéro. Ce ne serait pas nécessaire.
J'ai enfilé mon manteau, pris mon sac, et me suis dirigé vers la porte. Quand je suis entré dans l'allée, la maison ressemblait exactement à ce que je l'avais laissé. Toujours silencieuse, inchangée. Je suis sorti de la voiture et me suis approché de la porte d'entrée, mes talons résonnant faiblement sur le béton. La porte n'était pas complètement fermée. Juste légèrement entr'ouverte. J'ai froncé les sourcils, la poussant lentement. « Bonjour », ai-je appelé. Entrant à l'intérieur. Pas de réponse. La maison était silencieuse, mais pas vide. Je l'ai senti immédiatement. Quelque chose était différent, quelque chose de subtil, mais d'indéniable. J'ai avancé, mon regard balayant l'espace familier. Avec une nouvelle attention. Et puis je l'ai vu. Pas ce à quoi je m'attendais. Pas mon ordinateur portable. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'appartenait pas là. J'ai fait un pas de plus. Ma respiration ralentissait, mon esprit s'aiguisait. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais pas juste oublié quelque chose. J'étais tombé sur quelque chose que je n'étais jamais censé voir. Ce sont les chaussures qui m'ont arrêté. Une paire de talons, nude, à mi-hauteur, soigneusement placés à côté du banc de l'entrée, légèrement inclinés vers l'intérieur, comme si leur propriétaire les avait retirés avec la confiance tranquille de quelqu'un qui savait exactement où elle appartenait. Ce n'étaient pas les miennes. Je suis resté là une seconde de plus que nécessaire, mon regard fixé sur elle. Mon esprit refusant de s'emballer. Cela aurait été facile, trop facile de sauter aux conclusions. Mais je n'avais jamais été quelqu'un qui réagissait sans réfléchir, et je n'allais pas commencer maintenant. Pourtant, il y avait quelque chose dans la façon dont ces chaussures étaient posées là. Imperturbable, délibéré, qui rendait l'air de la pièce plus lourd. Je suis entré et j'ai refermé doucement la porte derrière moi, le loquet se clipsant avec une finalité feutrée. « Bonjour », ai-je de nouveau appelé. Pas de réponse. Mais cette fois, je n'en attendais pas. La maison avait maintenant un autre genre de silence, non plus vide, mais occupé, habité, changé. J'ai lentement traversé l'entrée et suis allé dans le salon, mes yeux s'habituant aux petites différences que je n'avais pas remarquées au début. Une couverture jetée sur le bras du canapé, que je ne reconnaissais pas. Un verre sur la table basse avec une légère empreinte de rouge à lèvres sur le rebord. Des choses subtiles, des choses intentionnelles. Je n'ai pas arrêté de marcher. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers le couloir qui menait à la chambre. Ma chambre, du moins, ça l'avait été. La porte était légèrement ouverte. Je l'ai poussée plus largement avec 2 doigts. Et puis j'ai compris. La porte du placard était entr'ouverte, et à l'intérieur, mes vêtements avaient été déplacés, poussés sur le côté, comme s'ils étaient un inconvénient plutôt que des affaires personnelles. À leur place, une nouvelle série de vêtements était suspendue, soigneusement arrangée, avec un soin indéniablement féminin. Des tissus doux, des tons neutres, familiers, trop familiers. Ma poitrine se serra, non de chagrin, mais de reconnaissance. Je m'approchai, tendant le bras et effleurant du doigt une des blouses. Je l'avais déjà vue, pas ici, ailleurs. Et puis ça a fait tilt. Émilie, ma sœur cadette. La réalisation ne m'a pas frappé comme une vague. Elle s'est installée, froide et précise. Je me suis redressé lentement, mon regard glissant de nouveau à travers la pièce, saisissant des détails que j'aurais pu ignorer autrement, la valise ouverte sur le lit, à moitié déballée, une paire de boucles d'oreilles sur la table de nuit que je savais lui avoir offerte à Noël dernier. Il n'y avait aucun doute, Émilie était là, elle vivait ici, à ma place. J'ai poussé un léger soupir, me ressaisissant, non pas parce que j'étais sur le point de m'effondrer, mais parce que j'avais besoin de clarté. L'émotion viendrait plus tard.
La compréhension venait d'abord. Un léger bruit parvint du bout du couloir. Des voix. Je me suis figé, non par peur, mais par instinct. Ils étaient dans la cuisine. J'entendais le cliquetis du verre, le murmure grave de la conversation, suivi d'un rire. Son rire. Il n'y avait pas de méprise possible. J'ai bougé sans réfléchir, reculant dans le couloir, mais pas silencieux sur le parquet. L'angle du mur me donnait juste assez de couverture pour rester invisible tout en étant assez proche pour entendre. Je ne suis pas entré dans la pièce. Je n'en avais pas besoin. Je t'avais dit qu'elle ne ferait pas de scène. Mon mari a dit, sa voix détendue, presque amusée. Elle est prévisible comme ça. Une pause. Puis la voix d'Émilie, plus légère, mais avec quelque chose de plus vif. Tu as de la chance qu'elle n'ait rien remis en question. La plupart des gens l'auraient fait. Elle fait trop facilement confiance, a-t-il répondu. Toujours. J'ai senti mes doigts se crisper légèrement sur mes flancs, non de colère. De concentration. C'était ça. Le changement. Il ne s'agissait plus d'émotion. Il s'agissait d'information. Et les comptes, demandé Émilie, as-tu tout déplacé? Presque, a-t-il dit. J'ai commencé le mois dernier. Il fallait juste qu'elle quitte la maison avant de finir le reste. Le mois dernier. C'était donc le calendrier. Tu aurais dû le faire plus tôt. A-t-elle dit. Avant même le contrat de mariage. Ça n'aurait pas tenu, a-t-il répondu. Passant. Soulevé de questions. Cette façon est plus propre. Plus propre? Je me suis légèrement penché contre le mur, tous mes sens aiguisés. Alors, une fois que tout est transféré, a pressé Émilie. Nous déposons la demande, a-t-il dit. Rapide, simple. Elle part avec ce qui est décrit, rien de plus. Et elle ne sait pas. Une courte pause, puis une réponse calme et assurée, elle ne sait rien. J'ai fermé les yeux un bref instant, non de douleur, mais d'acquiescement. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une trahison née de la faiblesse ou de l'impulsion. C'était une stratégie, planifiée, exécutée, et j'avais été là. Variable qu'il pensait avoir déjà supprimée. J'ai rouvert les yeux, stable. Émilie a ri doucement. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point c'était facile. Les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir, a-t-il dit. Elle n'a jamais cherché plus loin. J'ai presque souri, car c'était là qu'il se trompait. J'ai lentement mis la main dans mon sac et j'ai sorti mon téléphone. Mais mouvement était précis et prudent. Je ne me suis pas précipité. L'écran s'est brièvement allumé avant que je ne le tamise, passant en mode enregistrement. L'audio d'abord. Puis, ajustant légèrement ma position, je l'ai incliné juste assez pour capturer le bord de la cuisine, leur silhouette. Visible à travers l'ouverture, indistincte mais reconnaissable. Je n'avais pas besoin de leur visage. J'avais besoin de leur voix, de leurs mots. Et après le transfert, a de nouveau demandé Émilie. Nous consolidons, a-t-il dit. Nous transférons tout dans la nouvelle structure. C'est plus propre comme ça, moins traçable. Moins traçable. Voilà, la phrase qui comptait, celle qui persisterait plus longtemps que toute autre chose, ont-ils dit. J'ai laissé l'enregistrement continuer quelques secondes, juste assez longtemps pour capter le rythme de leur certitude, la facilité avec laquelle ils parlaient de démanteler ma vie. Puis je me suis arrêté, prudemment, silencieusement. J'ai glissé le téléphone dans mon sac. J'avais assez entendu, assez vu, plus qu'assez. J'ai reculé. Retraçant lentement mes pas dans le couloir, passant devant la chambre qui ne me ressemblait plus, passant devant le salon avec ses réaménagements silencieux. Jusqu'à ce que j'atteigne de nouveau la porte d'entrée. Ma main reposa un instant sur la poignée,
non par hésitation, mais par considération. Je pouvais entrer, les confronter, exiger des réponses, mais cela leur donnerait quelque chose qu'ils ne méritaient pas. Un avertissement? Non. J'ouvris la porte et sortis, la refermant derrière moi avec le même soin silencieux que j'avais utilisé en entrant. La lumière du soleil semblait différente maintenant, plus brillante, plus nette, plus claire. Je suis retourné à ma voiture, chaque pas mesuré, délibéré, non. Pas parce que j'essayais de me maîtriser, mais parce que je l'étais déjà. En m'asseyant de nouveau au volant, j'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti mon téléphone. L'enregistrement était là, non édité, non filtré. La vérité capturée dans leurs propres mots. J'ai regardé l'écran un instant. Puis je l'ai verrouillé, j'ai démarré le moteur, et pour la première fois depuis la nuit précédente, je me suis permis une petite respiration contrôlée. Ils pensaient que j'étais parti les mains vides. Ils pensaient que je n'avais rien emporté avec moi. Mais ils avaient tort. J'avais emporté tout ce qui comptait, et ils ne le savaient même pas encore. Je ne suis pas retourné à l'hôtel. Pas immédiatement. Au lieu de cela, j'ai d'abord conduit lentement, puis avec plus d'intention, jusqu'à ce que la ville change autour de moi, passant de rues résidentielles calmes au rythme constant du centre-ville. Feux de signalisation, passage piéton, gens vacants à l'heure. Occupation comme si rien n'avait changé. Comme si ma vie n'avait pas juste été démantelée dans une cuisine que j'appelais autrefois la mienne. Je me suis garé dans un parking à 2 pâtés de maison 2. Mon immeuble de bureau et je suis resté là un instant, le moteur toujours en marche, les mains reposant légèrement sur le volant. L'enregistrement était toujours sur mon téléphone, intact, non partagé, mais il était réel. C'était ça qui comptait. J'ai coupé le moteur, pris mon sac, et suis sorti de la voiture. L'air portait le bourdonnement habituel de la ville. Sirène lointaine, bruit de pas sur le béton, le léger murmure des conversations se mêlant au bruit de fond. Normal? Prévisible. J'en avais besoin. À l'intérieur du bâtiment, tout était exactement comme je l'avais laissé la veille. La réceptionniste a souri en me voyant passer, offrant un salut poli. J'ai répondu sans réfléchir. Mes talons claquaient doucement sur le sol poli alors que je me dirigeais vers l'ascenseur, appuyant sur le bouton du 12e étage. Mon étage, mon espace, une des rares choses qui m'appartenaient encore. Lorsque les portes se sont ouvertes, je suis allé directement à mon bureau et j'ai fermé la porte derrière moi. Ce n'est qu'alors que je me suis permis d'exhaler pleinement l'attention que je retenais, m'installant dans quelque chose de plus concentré, de plus contrôlé. J'ai posé mon sac sur le bureau et j'ai sorti mon téléphone, le plaçant soigneusement devant moi. Pendant quelques secondes, je l'ai juste regardé. Puis, j'ai déverrouillé l'écran et j'ai écouté l'enregistrement. Leurs voix emplirent de nouveau la pièce, claire, sans garde, confiante. Elle ne sait rien, moins traçable. Je l'ai écouté une fois, puis encore, non pas pour l'émotion, mais pour les détails, les noms, le timing, l'intention. Tout ce dont j'avais besoin était là. Quand il s'est terminé, je ne l'ai pas réécouté une 3e fois. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable, mon ordinateur de secours. Pas celui que j'avais laissé derrière moi, et je me suis connecté à mon email. Il y avait un nom que je n'avais pas encore contacté. Une personne qui devait entendre cela avant tout le monde. Daniel Reeves, mon avocat. Je l'avais engagé. Il y a des années, non pas pour quelque chose de dramatique, mais pour des affaires courantes, des contrats, des accords commerciaux, le genre de travail juridique qui se faisait rarement connaître avant d'être nécessaire. Il était précis, discret, et surtout, il ne laissait rien passer. J'ai composé un court message. Pas d'émotion, pas d'explication, juste des faits. Daniel, j'ai besoin de vous parler aujourd'hui.
Urgent. J'ai des preuves impliquant un potentiel comportement financier frauduleux et un divorce imminent. Je préférerais en discuter en personne. Claire. J'ai joint l'enregistrement. Puis, j'ai envoyé. Il a appelé dans les 10 minutes. Claire. Sa voix était calme mais plus incisive que d'habitude. Êtes-vous dans un endroit privé? Oui. J'ai écouté le fichier. A-t-il dit. Nous devons nous rencontrer maintenant. Je suis au bureau. Je serai là dans 30 minutes. Il est arrivé en 25 minutes. Pas de bavardage, pas de questions inutiles. Juste un bref hochement de tête en entrant dans mon bureau. Et en refermant la porte derrière lui. Rejouez-le, a-t-il dit. J'ai obtempéré. Cette fois, j'ai observé son expression plutôt que d'écouter les mots. Le léger froncement de ses yeux, la façon dont il se penchait juste assez pour saisir chaque détail. Quand l'enregistrement s'est terminé, il s'est de nouveau assis sur la chaise en face de moi, silencieux un instant. Puis, c'est significatif, a-t-il dit, sans dramatisation, sans exagération, juste avec précision. Qu'est-ce que cela nous apporte? Ai-je demandé. Il a croisé les mains. Réfléchissant. Potentiellement, a-t-il dit, beaucoup. Il s'est de nouveau penché en avant, son ton devenant plus analytique. Premièrement, il y a l'admission d'intention de déplacer des actifs en prévision du divorce dans le but de limiter votre part. Cela seul peut être problématique, selon la façon dont cela a été fait et le contrat de mariage. J'ai demandé, cela dépend, a-t-il répondu. Les contrats de mariage sont exécutoires, mais ils ne sont pas absolus. Si une partie a dissimulé des informations financières importantes au moment de la signature, cela peut être contesté. J'ai repensé à la conversation dans la cuisine. Elle n'a jamais su ce que tu cachais quand elle l'a signé. C'est exactement ce que j'ai entendu, dis-je. Il a hoché la tête. Alors nous avons une direction. Et l'enregistrement, ai-je demandé, est-il utilisable? Il n'a pas hésité. Cela dépend de la juridiction, mais là où cela s'est produit, le consentement d'une seule partie s'applique. Vous faisiez partie de l'environnement, vous n'avez pas intercepté une communication privée. Illégalement. Donc, cela tient. Cela tient suffisamment pour avoir de l'importance, a-t-il dit. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je me suis légèrement penché en arrière, les pièces s'alignant dans mon esprit. Il pense que je ne sais rien, dis-je. Il a esquissé un léger sourire, presque sans humour. C'est leur première erreur. Et leur seconde, ai-je demandé. Ils l'ont dit à voix haute. Le reste de la réunion s'est déroulé rapidement, efficacement. Nous avons défini des étapes, pas des réactions émotionnelles, pas des confrontations, mais des actions mesurées, stratégiques. Ne le contactez pas, a dit Daniel. Ne les confrontez pas, ni l'un ni l'autre. Laissez-les continuer exactement comme ils sont. Pourquoi? Parce que plus ils se sentent à l'aise, a-t-il répondu, plus ils révèlent de choses. Cela avait du sens. Et pendant ce temps, nous commençons à récupérer les dossiers, a-t-il dit. Relevé bancaire, historique de compte, toute plateforme financière. Partagé. Si des actifs ont été déplacés, il y aura une trace. Il y a toujours une trace, dis-je. Exactement. En fin d'après-midi, j'avais accès à tout ce dont j'avais besoin. Compte partagé que je n'avais pas vérifié depuis des mois. Historique de transactions que je n'avais jamais remis en question auparavant. Au premier abord, tout semblait normal. Mais ensuite, des schémas, de petits transferts, un timing inhabituel. Des montants juste assez importants pour compter, mais pas assez importants pour attirer une attention immédiate. Intelligent,
mais pas invisible. J'ai tout transmis à Daniel. En moins d'une heure, il a répondu, c'est cohérent avec ce que nous avons entendu. Continuez. En soirée, j'avais une chronologie. Pas complète, mais suffisante. Il avait commencé à déplacer des actifs des semaines avant le dîner, avant la conversation, avant la bague, ce qui signifiait une chose. La décision avait été prise bien avant qu'il ne la prononce à voix haute. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis adossé à ma chaise, fixant le plafond. Il n'y avait pas de colère en moi, pas le genre que les gens attendent. Ce que je ressentais était quelque chose de plus calme, de plus aiguisé, de la clarté. Il avait tout planifié, chaque étape, chaque détail. Il avait cru qu'il contrôlait la situation. Et pendant un certain temps, il l'était. Mais cela avait changé. Non pas quand j'ai quitté la maison. Non pas quand j'ai entendu leur voix. Mais au moment où j'ai choisi de ne pas réagir, au moment où j'ai décidé d'écouter au lieu de parler, c'est à ce moment-là que tout a basculé. J'ai repris mon téléphone, jetant un dernier coup d'œil à l'enregistrement avant de verrouiller l'écran. Il pensait que le silence était une faiblesse. Que partir signifiait se rendre. Ils avaient tort. Le silence, lorsqu'il est utilisé correctement, est une arme. Au moment où il a déposé la demande, je savais déjà ce qui allait arriver. Pas tous les détails, il était prudent, et je lui accorderais cela, mais assez pour comprendre la structure de son plan, son rythme, les hypothèses silencieuses qu'il avait intégrées à chaque étape. Il croyait que le processus serait rapide, contrôlé, presque administratif. Quelques signatures, quelques lignes négociées, puis la clôture. Il croyait que je me conformerais. Les documents sont arrivés un mardi matin gris, livrés à mon bureau dans une mince enveloppe professionnelle portant le nom d'un cabinet que je reconnaissais mais avec lequel je n'avais jamais travaillé. C'était minutieux, organisé, confiant dans le ton. La requête invoquait des différences irréconciliables, faisait référence au contrat de mariage avec une sorte d'autorité tranquille, et décrivait une division des actifs qui, à première vue, semblait propre. Trop propre. J'ai lu chaque page lentement, ne marquant rien, ne réagissant à rien, laissant le langage s'installer. Il n'y avait pas de surprise, car j'avais déjà vu la structure de cela dans leur conversation. Mais il y avait des confirmations, des dates, des clauses. Des hypothèses sur des comptes qui ne reflétaient plus la réalité, des hypothèses qui reposaient sur mon ignorance. J'ai refermé le dossier et les mis de côté. Mon expression inchangée, ma respiration régulière. Puis j'ai appelé Daniel. Ils ont déposé, dis-je. Je m'y attendais, a-t-il répondu. Nous sommes prêts. Prêts? C'était un mot étrange, compte tenu du peu de temps qui s'était écoulé depuis ce dîner, et pourtant, il semblait juste. Non. Pas parce que j'avais agi précipitamment, mais parce que j'avais refusé de perdre du temps à réagir. Quelle est la prochaine étape? Ai-je demandé. Nous répondons, a-t-il dit, formellement, et nous demandons une médiation. Ce sera notre premier environnement contrôlé. Contrôlé? Cela importait. La médiation fut programmée pour la semaine suivante. Bureau neutre, table neutre. Ton neutre. Rien de tout cela ne semblait neutre. Il arriva le premier. Bien sûr, il le fit. Je l'ai vu à travers la vitre en entrant dans le bâtiment. Debout près de la porte de la salle de conférence, parlant doucement avec son avocat. Il avait exactement la même apparence que cette nuit-là, composé, délibéré. Confiant comme le sont les hommes lorsqu'ils croient avoir déjà assuré le résultat. Un instant, il leva les yeux et me vit. Il y eut un scintillement. Pas de peur, pas même d'inquiétude, juste de la surprise, brève, contenue. Puis, ce fut parti. Je suis passé devant lui sans ralentir, sans reconnaissance, et
Je suis entré dans la pièce. Daniel était déjà à l'intérieur, examinant des documents, sa présence aussi. Stable que jamais. Il leva les yeux quand je pris place, fit un petit signe de tête, et retourna à ses notes. Pas de questions, pas de réconfort. Nous n'en avions pas besoin. Quand ils nous rejoignirent, les présentations furent minimales, le ton professionnel. La médiatrice, une femme d'une cinquantaine d'années à la voix calme et exercée, exposa la structure de la séance, insistant sur la coopération, la résolution, l'efficacité. Des mots qui sonnaient bien sur le papier. En réalité, c'était une négociation. Et les négociations, par définition, ne sont pas égales. Pas quand une des parties pense détenir toutes les informations. Il parla le premier. Je pense que nous pouvons garder cela simple, dit-il. Sa voix mesurée, sa posture détendue. Nous nous sommes déjà mis d'accord sur le cadre. Le contrat de mariage décrit tout clairement. Il a glissé un dossier sur la table vers la médiatrice, qui l'a brièvement regardé avant de tourner son attention vers moi. Claire, a-t-elle dit doucement. Avez-vous eu l'occasion d'examiner les conditions proposées? Oui, ai-je répondu. Et vos réflexions? Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon propre dossier, mince, discret, et je l'ai posé sur la table devant moi. Non pas comme un geste, non pas comme une déclaration, juste un fait. Ma réflexion, dis-je enfin, est que le cadre est incomplet. Une pause. Subtile. Mais perceptible. De quelle manière? A demandé son avocat. J'ai regardé Daniel. Il a hoché la tête une fois. C'était suffisant. Il y a des actifs qui n'ont pas été divulgués, dis-je. Des transferts qui ont été effectués avant le dépôt, des comptes qui ont été restructurés sans consentement mutuel. La pièce a changé, pas de façon spectaculaire, mais suffisamment. Son expression n'a pas changé immédiatement, mais il y avait un resserrement autour des bords. Un recalcul se produisant derrière ses yeux. Je ne suis pas sûr de ce à quoi vous faites référence, a-t-il dit, la première pointe de résistance entrant dans sa voix. Bien sûr que non. Vous le saurez, a calmement répondu Daniel. Il a tendu la main vers sa mallette, en a retiré une série de documents. Organisés, classés, précis, et les a placés devant la médiatrice. Historique de transactions, a-t-il dit. Relevé de compte, une chronologie des mouvements d'actifs des 6 dernières semaines. 6 semaines. La même chronologie que j'avais reconstruite. La même chronologie qu'il pensait que je ne connaissais pas. La médiatrice a parcouru la première page. Son expression était neutre mais concentrée. Cela semble montrer un schéma, a-t-elle dit lentement. Oui, a confirmé Daniel. Un schéma qui suggère un transfert prémédité d'actifs conjugaux. En prévision du divorce avec l'intention de limiter la distribution équitable. Les mots ont eu exactement l'effet voulu, avec soin et délibération. Il se penchait en avant maintenant, le calme commençant à se briser, non pas extérieurement, mais de petites manières qui comptent. Ce sont des ajustements financiers de routine, a-t-il dit. Rien d'incorrect. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à les clarifier, a répondu Daniel. Silence, bref, mais révélateur. J'ai mis la main dans mon sac et j'ai posé mon téléphone sur la table. Non pas agressivement, non pas théâtralement, juste présent. Il y a aussi ceci. Dis-je. Ses yeux se sont posés sur l'appareil, puis sont revenus vers moi. Qu'est-ce que c'est? A demandé son avocat. Un enregistrement, dis-je. Pas d'élaboration, pas d'explication, juste le mot. La médiatrice a regardé entre nous, sa posture se redressant légèrement. Claire, a-t-elle dit prudemment. Si vous avez l'intention de présenter de nouvelles preuves, nous devrons les examiner. Vous le ferez,
dis-je en croisant son regard, dans le cadre approprié. Pas ici. Pas encore. La voix de Daniel suivit, douce et contrôlée. Nous pensons qu'il serait prudent de faire passer cette discussion à des procédures formelles. Il y a des indices de non-divulgation financière au moment du contrat de mariage et de conduite de mauvaise foi potentielle dans la gestion des biens matrimoniaux. La pièce devint immobile, complètement immobile. Pour la première fois depuis que j'étais entré, il ne dit rien. Pas de dénégation, pas de diversion, juste le silence. Et dans ce silence, tout bascula. Non pas bruyamment, non pas visiblement, mais de façon permanente. La médiatrice referma le dossier devant elle, son expression désormais plus sérieuse qu'avant. Je pense, dit-elle, choisissant ses mots avec soin, qu'un examen plus approfondi est nécessaire avant que nous ne procédions à des accords. Une manière polie de dire, ce n'est plus simple. Nous nous sommes levés peu après. Pas de résolution, pas d'accord, mais quelque chose de bien plus précieux. Un levier. Alors que je rangeais mes affaires, je sentis de nouveau son regard sur moi. Cette fois, non avec confiance, mais avec autre chose. L'incertitude. Une question qu'il n'avait pas encore formulée. Je n'y ai pas répondu. Je ne l'ai pas reconnu. J'ai simplement dépassé de la même manière que j'étais entré. Calme, contrôlé, indemne. Dehors, l'air était de nouveau différent. Pas plus léger, pas plus lourd, juste clair. Daniel s'est placé à côté de moi, ajustant son manteau. Ça s'est bien passé, a-t-il dit. Cela s'est passé exactement comme il le fallait, ai-je répondu. Il m'a regardé. Une légère approbation dans son expression. Vous n'avez pas dévoilé votre jeu. Pas encore. Il a hoché la tête une fois. Bien. Je suis resté là un instant. De plus, regardant la circulation passer, le monde continuant comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose avait changé, pas seulement l'affaire, pas seulement le résultat, l'équilibre. Il avait cru qu'il contrôlait la situation, que le plan était le sien, que la fin était déjà écrite. Mais les plans, aussi soigneusement élaborés soient-ils, échouent lorsqu'une variable change, et j'avais changé, silencieusement. Complètement. Il pensait me tout prendre. Mais ce qu'il avait réellement fait, c'était me montrer exactement par où commencer. Les semaines qui suivirent furent plus calmes que je ne l'avais imaginé. Pas plus facile. Il n'y avait rien de facile à démanteler une vie à laquelle on avait cru, mais plus calme d'une manière qui semblait délibérée. Comme si tout ce qui avait été autrefois une émotion bruyante, une attente, une illusion, s'était transformé en quelque chose de plus clair, de plus précis. Les processus juridiques ont leur rythme, des délais, des dépôts, des réponses. Il y a très peu de place pour le drame, tel que les gens l'imaginent. Pas de voix élevées dans des salles d'audience résonnantes, pas d'aveux soudains livrés sous des lumières vives. Au lieu de cela, il y a des documents soigneusement rédigés, stratégiquement chronométrés, et l'accumulation constante de la vérité. C'est là que le véritable changement s'est produit. Non pas en un seul instant, mais en une série de petites corrections indéniables. Les relevés financiers ont d'abord raconté leur histoire. Des virements qui avaient jadis semblé subtils apparaissaient désormais délibérés lorsqu'ils étaient examinés en séquence. Des comptes qui avaient été discrètement restructurés commençaient à s'aligner en un schéma impossible à ignorer. Ce n'était pas seulement un mouvement. C'était une intention. Et l'intention, lorsqu'elle est documentée, a du poids. Daniel a bâti le dossier méthodiquement, pièce par pièce, sans jamais se presser, sans jamais exagérer. Il n'en avait pas besoin. Les preuves parlaient d'elles-mêmes, assez clairement. Lorsque la question du contrat de mariage fut soulevée, le ton changea à nouveau. Non pas écarté, mais remis en question. Il y avait des divergences, des omissions qui,
seules, auraient pu sembler insignifiantes, mais qui, ensemble, suggéraient tout autre chose. Des divulgations financières incomplètes, des actifs qui n'avaient pas été entièrement représentés, non pas une fraude spectaculaire, mais suffisante. Suffisante pour avoir de l'importance. L'enregistrement est resté là où il devait être, en réserve, non pas caché, mais pas révélé prématurément. Sa valeur ne résidait pas dans le choc. Elle résidait dans la confirmation et le timing. Lorsque la date du procès fut fixée, cela ressemblait moins à une confrontation qu'à une conclusion qui approchait depuis un certain temps. Il arriva de la même manière qu'à la médiation, composée, maîtrisée, mais la confiance était différente. Maintenant. Non pas disparu, mais tempéré, mesuré. Il savait, pas tout, mais assez pour comprendre que l'issue n'était plus certaine. Émilie était là aussi, assise quelques rangées derrière lui, sa posture rigide. Son expression soigneusement neutre. Un instant, nos regards se sont croisés. Il n'y avait pas d'excuse, pas de reconnaissance, juste de la distance. J'ai détourné le regard la première, non par faiblesse, mais parce qu'il n'y avait plus rien à voir. La procédure était contrôlée, structurée. Chaque point soulevé était étayé, chaque allégation répondue. Quand Daniel a présenté la chronologie financière, il n'y a eu aucune résistance, seulement des tentatives d'explication qui semblaient de plus en plus insuffisantes. Des ajustements de routine, des malentendus, des erreurs administratives, des mots qui auraient pu fonctionner isolément, mais pas lorsqu'ils étaient confrontés à un schéma. Et puis le moment est venu. Pas dramatique, pas bruyant, juste précis. Daniel m'a regardé une fois, une question silencieuse. J'ai fait le plus petit des hochements de tête. Il a introduit l'enregistrement. Pas de préparation, pas de théâtralité, juste un fichier, et la vérité qu'il contenait. La pièce n'a pas réagi comme les gens l'imaginent. Il n'y a pas eu de halètement, pas d'explosion soudaine, juste le silence. Un silence concentré, attentif, tandis que les voix emplissaient l'espace. Clair et indubitable. Elle ne sait rien. Déplace tout avant qu'elle ne s'en rende compte. Moins traçable. Chaque ligne exactement là où elle devait être. Non exagérée, non interprétée, simplement entendue. Je ne l'ai pas regardé. Pendant que l'enregistrement jouait. Je n'en avais pas besoin. Le changement dans la pièce était suffisant. Le léger raidissement de la posture, la manière dont son avocat se penchait. Chuchotant quelque chose de bas et urgent, l'absence d'interruption, car il n'y avait rien à interrompre. Lorsque l'enregistrement s'est terminé, le silence est revenu. Mais ce n'était pas le même silence qu'avant. Celui-ci avait du poids. La réponse du juge fut mesurée, prudente, comme il se doit, mais la direction était claire. Examen complémentaire, réévaluation, ajustement à la division proposée des actifs, non pas une punition, non pas un spectacle, mais une correction. Au final, il n'y a pas eu de victoire dramatique, pas de moment où tout a tourné en ma faveur d'un coup. Au lieu de cela, il y a eu un équilibre. Les actifs ont été réévalués, les divergences abordées. Ce qui avait été discrètement déplacé fut remis en lumière, et le résultat le reflétait. Juste, ni plus, ni moins. Une fois terminé, les gens ont ramassé leurs affaires de la même manière tranquille qu'ils le font toujours, la pièce retrouvant son état neutre comme si rien d'important ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé, non pas de la manière dont les gens parlent de vengeance, mais de la manière dont les choses sont rétablies. Dehors, la journée était claire, fraîche, simple. Je me suis tenu sur les marches un instant, laissant l'air s'installer autour de moi. Daniel m'a rejoint peu après. C'est fait, a-t-il dit. Oui, ai-je répondu. Il m'a étudié une seconde, comme s'il attendait quelque chose de plus, du soulagement.
Peut-être, ou de la satisfaction. Mais ce que je ressentais n'était ni l'un ni l'autre. C'était quelque chose de plus simple. L'achèvement. Il a fait un petit hochement de tête. Tu as bien géré ça. Je l'ai géré. Correctement, ai-je dit, cela importait plus. Il est parti quelques minutes plus tard. Son travail était terminé. Et je suis resté, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais marquer le moment, non pas la fin du mariage, qui avait eu lieu plus tôt, mais la fin de quelque chose d'autre. L'hypothèse que je devais accepter ce qui m'était donné. J'ai descendu les marches lentement. Mes pensées étaient calmes, mon esprit clair. Je n'ai pas pensé à lui ni à Émilie, pas avec colère, pas avec regret, juste de la distance. Ils avaient fait leur choix, et j'avais fait les miens. Les gens pensent souvent que la vengeance consiste à reprendre quelque chose. Équilibrer la balance par la force, l'exposition ou la conséquence, mais ce n'est pas le cas. Pas vraiment. La vengeance, quand elle est bien faite, c'est refuser de porter ce qui n'a jamais été le tien. J'ai atteint ma voiture et j'ai fait une pause, ma main reposant légèrement contre la portière. Un instant, j'ai regardé mon reflet dans la vitre, non pas cherchant quelque chose, juste observant. J'avais la même apparence, mais je n'étais pas la même. Il avait dit qu'il avait eu tort de m'épouser. Et peut-être, à sa manière. Avait-il raison? Parce que la version de moi qu'il pensait comprendre, celle qui ferait confiance sans poser de questions, qui accepterait sans regarder plus profondément, cette version n'existait plus. J'ai ouvert la portière et je suis entré, le bourdonnement silencieux du moteur remplissant l'espace alors que je démarrais. La route devant était dégagée. Pas facile, mais dégagée. Il pensait me tout prendre, mais tout ce qu'il a vraiment fait, c'est me montrer exactement ce que je n'avais plus à protéger. Si cette histoire vous a fait marquer une pause, si elle vous a rappelé que le silence peut être une force et la clarté une puissance, prenez un moment pour y réfléchir. Partagez vos pensées ci-dessous.